Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des aliments ultra transformés et de leurs conséquences sur la santé et la planète. Maltodextrine, acide nicotinique ou lécithine de soja. Les aliments que nous mangeons au quotidien ressemblent de plus en plus à de la chimie. D'où cette question, les produits ultra transformés menacent-ils notre santé ? Pour y répondre, nous recevons Anthony Fardet, ingénieur agroalimentaire de formation, chercheur en nutrition à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et à l'université Clermont-Auvergne, et auteur de Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai. Bonjour Anthony. Bonjour Maxime. Vous êtes ingénieur agronome de formation, chercheur en nutrition à l'université Clermont-Auvergne, spécialisé notamment sur l'étude des aliments ultra transformés. Nous, on s'intéresse à cette question sur deux entrées. D'abord parce qu'ils ont un fort impact sur la santé des populations et aussi parce que d'un point de vue écologique, notre nourriture a un très fort impact sur la manière dont on aménage le territoire. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous raconter votre parcours, comment vous vous êtes intéressé à cette question des aliments ultra transformés ? Oui, alors ça fait 25 ans, jour pour jour, que je fais de la recherche publique. Aujourd'hui, je suis chargé de recherche dans un institut public. J'ai toujours travaillé sur la relation alimentation-santé, au départ par des approches très expérimentales de laboratoire, notamment sur les produits céréaliers. Et le fil rouge de mes recherches a toujours été l'effet matrice des aliments, mais on y reviendra. Comment la structure des aliments impacte leur potentiel santé. Et aujourd'hui, mon projet de recherche, c'est transformation des aliments et effets santé sur l'aliment, mais aussi dans le cadre de systèmes alimentaires durables. Et puis, je travaille depuis une dizaine d'années sur le scoring des aliments. On a développé l'application SIGA, d'ailleurs, à ce sujet. Et puis, ça fait presque 8 ans que je travaille sur les aliments ultra transformés. Alors, en fait, comment j'en suis arrivé là ? C'est très logiquement que j'en suis arrivé à travailler sur les aliments ultra transformés parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'effet matrice des pâtes alimentaires, pourquoi elles sont des sucres lents. Et ensuite, à partir de 2011, j'ai quitté le laboratoire et je me suis intéressé à la philosophie de l'alimentation. J'ai beaucoup publié à ce sujet, notamment sur les approches holistiques et réductionnistes, on y reviendra. Et pour faire simple, en fait, l'approche réductionniste, ça consiste à s'intéresser aux nutriments isolés de l'aliment pour les quantifier, étudier leur devenir métabolique. Et suite à ces travaux que j'ai publiés sur la philosophie de l'alimentation, je me suis rendu compte, en fait, qu'on s'était énormément focalisé sur les nutriments et qu'on ne s'était pas intéressé aux liens entre les nutriments dans l'aliment qui vont conférer à l'aliment sa matrice. Et dans cette logique-là, quand je suis tombé sur le concept d'aliments ultra transformés qui a été publié en 2009 pour la première fois, donc je suis tombé dessus, je crois, vers 2013, j'ai fait le lien entre des aliments qui avaient une matrice dégradée, où on avait coupé les liens entre les nutriments, et les maladies chroniques. Donc, en fait, c'est mes travaux sur l'effet matrice et la philosophie de l'alimentation qui ont fait tilt dans ma tête, et j'ai fait le lien entre cette pensée très réductrice extrême qui déconstruit l'aliment, l'ultra-transformation et les maladies chroniques. On va parler du lien entre les aliments ultra transformés et la santé. On va aussi parler du réductionnisme tout à l'heure, ce que vous appelez le paradigme réductionniste. Avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un aliment ultra transformé et comment on en est venu à créer des aliments ultra transformés ? Oui, alors, un aliment ultra transformé doit contenir ce qu'on appelle un marqueur d'ultra transformation, c'est-à-dire un MUT ou un MUT. Ces MUT, et je vais vous donner les 4 catégories de MUT, sont ajoutés à l'aliment pour en modifier ce qu'on appelle les propriétés organoleptiques ou sensorielles, c'est-à-dire couleur, arôme, goût et texture. Et on va voir, c'est très rentable, notamment de les exacerber pour le consommateur. Donc, ces marqueurs d'ultra-transformation, on peut les découvrir sur la liste des ingrédients, sauf un. Les 3 premiers, c'est ce qu'on appelle les additifs cosmétiques, donc colorants, texturants et modificateurs de goût, pour corriger une acidité, exacerber un goût, exacerber une couleur, recréer du lien, recréer une nouvelle texture qui sera peut-être plus agréable entre guillemets en bouche, plus facile d'accès pour les enfants par exemple. C'est à peu près 80% des additifs.
Ensuite, vous avez tous les arômes. Donc, il y en a plusieurs milliers qui sont utilisés, de synthèse, naturelle, extrait d'arômes. Vous avez ensuite ce que j'appelle, moi, les nutriments ultra transformés, qui sont issus du cracking alimentaire, voire de la synthèse enzymatique ou chimique. Donc, on va trouver tous les glucides, lipides, protéines et fibres ultra transformées. Alors, vous pouvez les trouver facilement sur les emballages. Vous avez tout ce qui est isolat de fibres ou de protéines qu'on va trouver dans les substituts végétaux, beaucoup, les fromages, les steaks végétaux, les laits végétaux, par exemple. Vous avez les protéines hydrolysées, vous avez les graisses hydrogénées. Et dans les sucres, il y en a beaucoup, les glucides. Vous avez tous les amidons de céréales, les amidons isolés. Vous avez les maltodextrines, vous avez le sirop de glucose fructose, vous avez le dextrose qu'on va retrouver dans les charcuteries, les sucres alcools, les sucres hydrogénés comme certains polyols qu'on peut retrouver dans les chewing-gums. Donc, ce sont des sucres cachés qui ne sont pas toujours identifiés comme des sucres par le consommateur parce qu'ils ont des noms qui ne s'appellent pas sucre ou sucre de table. Et enfin, le quatrième marqueur d'ultra-transformation, qui là n'est pas sur l'emballage malheureusement, donc il faut un œil un peu averti, c'est des procédés de transformation plutôt récents et modernes qui sont drastiques pour l'aliment. On va trouver les plus utilisés aujourd'hui, c'est le soufflage ou la cuisson-extrusion qui sont très utilisés dans les snacks, les céréales du petit déjeuner, les galettes de riz blanc soufflées, les pop-corn, et qui, en quelque sorte, explosent la matrice des féculents. Donc, on les utilise beaucoup pour les féculents, notamment les céréales, et qui va augmenter l'index glycémique et transformer en quelque sorte la fécule, l'amidon, en quelque chose de rapidement assimilable avec un indice glycémique élevé. Et si vous voulez, il y a un point commun à tous ces marqueurs d'ultra-transformation. C'est pour ça que l'effet matrice m'a amené à l'ultra-transformation. C'est que pour les trois premiers additifs cosmétiques, arômes et nutriments ultra-transformés, ce sont des molécules qu'on a isolées de l'aliment par cracking. C'est-à-dire, on fractionne l'aliment et on isole les briques élémentaires. On déconstruit l'aliment à l'extrême. Et on purifie, on isole, on extrait, on purifie ces molécules et ensuite on peut même les modifier par voie enzymatique derrière. Donc, une étape encore supplémentaire. Donc, on voit bien que l'ultra-transformation, le paradigme dominant, c'est vraiment une dégradation extrême et une artificialisation des matrices alimentaires. Et ensuite, il y a deux solutions, et je terminerai là-dessus. Soit les marqueurs d'ultra-transformation sont recombinés entre eux dans de nouvelles matrices alimentaires, c'est-à-dire ce que j'appelle des faux aliments ou fake food qui n'existent plus dans la nature. Ça peut être des steaks végétaux, des fromages, des snacks ou des sodas. Ou alors, on va les rajouter à des vrais aliments, comme dans les plats préparés, pour corriger une couleur, corriger un goût, modifier une texture. Est-ce que vous pouvez prendre des exemples? C'est des aliments qu'on mange tous les jours et on ne se rend pas forcément compte de ce qu'est un aliment ultra transformé. Ça peut être des soupes, ça peut être des jus, ça peut être des plats préparés. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement d'aliments ultra transformés? On les retrouve dans toutes les catégories d'aliments, dans tous les groupes alimentaires, dans des proportions variables. Les céréales du petit déjeuner pour enfants, cuites extrudées avec des ajouts de sirop de glucose, sont très touchés par l'ultra-transformation, si bien que les produits pour enfants sont de moins bonne qualité que pour les adultes. Par exemple, un muesli qui est plutôt acheté par les adultes et qui, lui, va être peu transformé. On va retrouver beaucoup de snacks sucrés, salés, gras. On va retrouver beaucoup de plats préparés, beaucoup de ce qu'on appelle les nouveaux produits végétaux, substituts de produits animaux. Donc, je les ai cités, les fromages, les steaks végétaux, qui sont souvent, alors pas tous, il y a des exceptions. Pour ça, on peut aller voir sur l'application SIGA, mais beaucoup sont plus proches de la chimie comestible que de vrais aliments. Par exemple, la dernière fois, j'ai regardé la liste d'ingrédients d'un steak végétal. Il y avait quasiment plus de vrais ingrédients nobles. Il n'y avait plus quasiment que des marqueurs d'ultra-transformation qui sont recombinés. Alors, ça ne les empêche pas d'être Nutri-Score, mais c'est de la chimie comestible et ça ne vous empêchera pas de tomber malade chronique. Donc, il faut faire attention. Les desserts lactés, il y en a beaucoup aussi. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre catégorie? Les sodas sont très ultra transformés, quasiment tous. L'alimentation infantile est très touchée. On va trouver par exemple des pâtes fromagères pour enfants, etc., etc. Deux questions à ce sujet-là. Déjà, depuis quand on a l'apparition massive de produits ultra transformés? Quelles sont aussi les proportions? Est-ce qu'on a une idée du nombre de produits ultra transformés qui sont commercialisés dans nos supermarchés?
Oui, c'est un travail qu'on a fait avec SIGA. D'ailleurs, je déclare mon lien d'intérêt. Je suis membre du comité scientifique de SIGA depuis 2017, qui est basé en partie, pas que, mais qui est basé sur la classification NOVA et puis aussi mes travaux. Donc, avec SIGA, on a fait ces calculs qu'on a publiés dans des journaux scientifiques. Donc, on sait en France, en prenant plusieurs milliers d'aliments représentatifs de l'offre en super et hypermarché, à peu près 70% des produits industriels étiquetés emballés avec un code barre sont ultra transformés. Donc, il y a 30% en gros des produits industriels qui sont de qualité, qui ne sont pas ultra transformés. Donc, c'est aussi intéressant parce que ça montre que l'on peut consommer industriel de qualité. C'est tout à fait possible. Si on prend toute l'offre alimentaire, c'est-à-dire que cette fois-ci qu'on inclut le non étiqueté emballé, c'est-à-dire le frais et le vrac, c'est à peu près un aliment sur deux. Et en bio, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en bio, on est dans les produits étiquetés emballés à 50% de produits ultra transformés. Et si on prend le frais et le vrac inclus, 27% à peu près. Alors, pourquoi en bio, il y a toujours de l'ultra transformé? Parce que il reste les arômes naturels, il reste les nutriments ultra transformés, les traitements technologiques drastiques. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le bio? Par contre, ce qui est intéressant dans le bio, c'est que même s'il y a 50% de produits industriels ultra transformés, on a une plus grosse proportion d'aliments qui ne contiennent qu'un marqueur d'ultra transformation. Donc, il y a un profil d'ultra transformation qui est quand même moins délétère que dans le conventionnel. Et puis après, comment expliquer la massification? C'est une convergence de plusieurs paramètres qui a eu lieu après-guerre. Alors, si vous voulez, j'ai essayé de retrouver les traces des premiers marqueurs d'ultra-transformation et j'ai réussi à remonter jusqu'à 1811 où on avait fait de l'amidon hydrolysé, c'est-à-dire dégradé avec de l'acide sulfurique pour faire du sirop de glucose par un chimiste. Mais bon, ça restait, on va dire, pas anecdotique, mais ça restait concentré dans les pays anglo-saxons. On était au début, Angleterre, États-Unis. Mais c'est vraiment après-guerre que ça a explosé. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu une industrialisation de l'alimentation qui s'est, pour notamment arriver à l'autosuffisance alimentaire après-guerre, puisque les populations avaient connu la famine. Donc, il y a eu cette industrialisation massive de la transformation. Les recettes ont fini par évoluer et même par se dégrader. C'est-à-dire, si on regarde des listes d'ingrédients de produits industriels il y a 70 ans ou maintenant, on voit qu'il y a beaucoup plus de marqueurs d'ultra-transformation. Et donc, il y a eu l'essor des grandes villes. Donc, il a fallu développer des produits prêts à l'emploi, pratiques. Et avec la mondialisation de l'alimentation, si on veut faire parcourir des milliers de kilomètres à des aliments, il n'y a pas de secret, on est obligé d'ultra-transformer. On est obligé. Il y a deux autres paramètres quand même qu'on peut prendre en compte. C'est qu'il y a eu l'accès des femmes dans les années 60 au monde du travail, ce qui est évidemment une bonne chose, mais il n'y a pas eu de rééquilibrage dans le foyer avec les hommes. Et donc, en fait, l'industrie a aussi pris le relais des femmes en faisant des plats préparés prêts à l'emploi. Et puis, il y a eu la guerre des prix, dernier paramètre très important qui a énormément stimulé l'ultra-transformation, c'est-à-dire que la grande distribution avec les marques distributeurs, les marques premier prix, et la guerre des prix entre les concurrents de la grande distribution, bien, pour arriver à des coûts aussi bas, ça a stimulé l'ultra-transformation des industriels. Parce que si vous voulez, il n'y a pas de secret, pour arriver à des coûts aussi bas, on est obligé de remplacer ce qui est le plus cher, c'est-à-dire les vrais aliments nobles, les ingrédients nobles, par des marqueurs d'ultra-transformation. Donc, un arôme de fruit coûte beaucoup moins cher qu'un fruit entier dans un yaourt sucré aux fruits. Un sirop de glucose, on sait que ça coûte 10 fois moins cher même que le sucre de table, qui lui n'est pas un marqueur d'ultra-transformation. Donc, tout ça a convergé et a culminé, si vous voulez, dans les années 80, 90, dans les pays occidentaux, avec une offre en ultra-transformation massive. Le taux de progression est aujourd'hui assez faible, mais il est très élevé maintenant dans les pays émergents, où il se substitue aux vrais aliments, puisqu'on a des taux de croissance à 2 chiffres, Brésil, Chine, Inde, Asie du Sud-Est, même l'Afrique. Et ce qui est le plus, mais on pourrait y revenir, ce qui est le plus dommageable, c'est qu'il remplace, si vous voulez, les vrais aliments. Par exemple, le pain de mie a remplacé le vrai pain. Les céréales petit déjeuner pour enfants remplacent le vrai pain ou un muesli, c'est-à-dire des céréales peu transformées. Les arômes, les vrais fruits. Les formules infantiles, le lait maternel. En Amérique du Sud, le soda a remplacé l'eau. On voit même des mamans donner des biberons de soda et de cola à leurs enfants.
Le nuggets de poisson a remplacé le poisson, enfin, etc., etc. Donc, on est dans une logique de substitution des plats traditionnels, des traditions culinaires auprès notamment des plus jeunes, et ça les éloigne de leur tradition culinaire parce que ces aliments sont, si vous voulez, sont formulés pour être optimisés d'un point de vue sensoriel. Donc, si vous voulez, d'un point de vue sensoriel, c'est des aliments qui sont quand même faciles d'accès, peu exigeants, peu chers, qui se mangent sur le pouce de manière isolée, en déplacement. Et comme aujourd'hui, tout le monde dit qu'ils n'ont pas le temps et pas l'argent, eh bien, l'ultra-transformation s'adresse exactement à ça, pour les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps ni l'argent, puisque c'est pas cher et ça peut se manger sur le pouce. Mais en fait, c'est tout à fait faux. La vraie question, c'est quelle valeur on donne à l'alimentation dans notre système de valeurs. C'est surtout ça la question de fond. Vous parlez des prix, c'est un facteur qui est quand même très important. Dans les années 60, on était, je crois, si ma mémoire est bonne, à peu près à 24% de postes de dépenses qui allaient à l'alimentation. Aujourd'hui, on est dans l'ordre de 12%. Encore une fois, si ma mémoire est bonne, mais les ordres de grandeur sont là. En tout cas, c'est devenu un piège, cette alimentation pas chère. On s'est drogué petit à petit à une alimentation pas chère et dégradée. Oui, alors les chiffres, je les ai lus récemment. Après-guerre, on était 35% du budget. Et aujourd'hui, on est entre 20 et 15%. C'est-à-dire que, en gros, il a été divisé par deux. Donc, ça veut dire qu'on met l'argent. Alors, peut-être 12% aussi, hein, ça dépend un peu des sources. Pour être honnête, ça dépend du pays et des sources. Mais oui, on met l'argent ailleurs, beaucoup dans le loyer, on le sait, c'est un poste de dépense très important, dans le numérique, les portables. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie question de hiérarchie des valeurs. Est-ce qu'on donne de l'importance à l'alimentation qui quand même soutient la vie, donc humaine, animale et environnementale. Et donc l'alimentation normalement comment dire, l'alimentation quelque part n'a pas de prix, c'est-à-dire que il faudrait accepter peut-être de mettre un peu plus cher dans l'alimentation pour régénérer tous les systèmes alimentaires, régénérer notre santé. C'est un vrai choix de société en fait, au-delà du temps et de l'argent. Est-ce qu'on s'est drogué à des produits de dégradés, de mauvaise qualité? Oui, alors oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on sait que certains industriels calculent ce qu'on appelle le bliss point pour certains produits, c'est-à-dire le point de félicité, c'est-à-dire c'est l'optimum de plaisir qu'on peut obtenir en consommant l'aliment, un optimum au-delà duquel ça devient écœurant. Donc, il y a un optimum qui est calculé, qui est un mix de texture, d'ajout de sel, sucre et gras. Et donc, cet optimum est calculé. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un travail de recherche et développement derrière ces produits pour qu'on ait envie de les racheter. Parce que si vous voulez, c'est rentable à 3 niveaux de faire ça. D'abord, si le plaisir est très important, on peut manger l'aliment plus que de raison. C'est-à-dire, même si on n'a plus faim, on continue. Bon, c'est le cas des bonbons, c'est le cas des chips. Hein. On a tous terminé un paquet de chips alors qu'on n'avait plus faim. Ensuite, si on a bien aimé, on va le racheter. Et si les enfants sont ciblés très tôt, ce qui est le cas, les publicités pour enfants, à 100% quasiment, les publicités alimentaires pour enfants, c'est des produits ultra transformés. Il y a un marketing très, très élaboré pour les attirer, avec des personnages qu'ils aiment bien, du moment. Donc, on joue sur l'affectif, des couleurs très agréables. Donc, si vous voulez, si on attire les enfants très tôt, on peut en faire des clients à vie parce que après, c'est difficile, par exemple, peut-être un vrai poisson qui est cuisiné peut avoir du mal à rivaliser avec un nuggets de poisson dont on a optimisé les propriétés sensorielles. L'eau peut avoir du mal à rivaliser avec un soda qui est sucré, qui est presque addictif, entre guillemets. Donc, il y a toute une stratégie derrière, effectivement, donc, pour que ce soit rentable. Et donc, je répète, triplement rentable. On consomme plus que de raison, aux alentours de plus de 20%. On rachète, et si l'enfant est ciblé très tôt, il devient client à vie. Et il n'y a rien de plus rentable qu'un client à vie. Ça, pour un industriel, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Alors évidemment, si on parle des aliments ultra transformés, c'est parce qu'ils ont un impact très fort sur la santé. Aujourd'hui, quelles sont les études? Qu'est-ce qu'on sait de la relation entre les aliments ultra transformés et les maladies chroniques, les problèmes de santé? Alors, on commence à en avoir beaucoup depuis les études, ce qu'on appelle épidémiologiques, sur des populations sélectionnées, ce qu'on appelle des cohortes, ont commencé vers 2011, je crois, 2012. Et aujourd'hui, alors, j'ai pas tout le chiffre en tête. Je sais que la dernière fois, on avait dépassé plus de 100 études épidémiologiques. À mon avis, on se rapproche plutôt des 130, ce qui est beaucoup.
Dans ces études, si vous voulez, on compare les gros consommateurs et les petits, ou ceux qui n'en consomment pas. Et en comparant les deux, on calcule ce qu'on appelle un risque relatif de développer une maladie chronique. Et donc, toutes ces études vont quasiment dans le même sens, c'est-à-dire qu'on observe des risques accrus significatifs chez les gros consommateurs ou réguliers de surpoids, obésité, adiposité chez les enfants, le syndrome métabolique, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, ce qu'on appelle aussi certains désordres intestinaux, la dépression, la mortalité précoce, dysfonctionnement rénal, etc. Donc, si vous voulez, toutes ces études convergent dans le même sens. Donc, on a un faisceau d'indices qui se rapproche de la causalité et qui est largement suffisant aujourd'hui pour appliquer évidemment le principe de précaution et encourager les gens de réduire leur consommation. Le plus inquiétant, c'est la mortalité précoce accrue, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'espérance de vie en bonne santé n'augmente plus vraiment. Elle tend à stagner autour de 64 ans. Donc, si vous voulez, il y a un double, et je conclurai là-dessus, il y a un double effet, ce que j'appelle ubiquitaire, c'est-à-dire que quelle que soit la population étudiée, on a les mêmes effets. Donc, on a un effet délétère de ces aliments quand ils sont beaucoup consommés qui s'affranchit de l'environnement des populations. C'est-à-dire, il y a une étude chez des indigènes du Grand Nord canadien où on observe un risque accru de syndrome métabolique. Donc, ils ont un effet qui est presque générique et universel. Et ensuite, pourquoi doublement ubiquitaire? Parce qu'on a l'impression que toutes les fonctions du corps sont touchées, que ce soit la dépression, le système cardiovasculaire, le diabète, les cancers, la fonction rénale, les fonctions osseuses, musculaires, etc. Donc, tous ces éléments aujourd'hui sont largement suffisants pour conseiller donc, de réduire ces aliments. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait dans le dernier PNNS, puisqu'on a une recommandation transversale qui a été émise vers 2019, de réduire de 20% la consommation d'aliments ultra-transformés. Alors, par contre, on pourra regretter qu'ils ne disent pas si c'est en poids ou en calories et pour quelle période. Mais en tout cas, ces 20%, pour moi, sont intéressants parce qu'en France, on est plutôt à 34% de calories par jour. Et si on regarde la littérature, il ne faudrait probablement pas dépasser 15%. Donc, si vous voulez, 34 moins 20, ça fait à peu près 14, 15. Donc, réduire de 20% en calories me paraît un objectif tout à fait intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, si je traduis votre discours de scientifique, c'est qu'il y a l'alimentation est devenue une des causes principales de mortalité prématurée. Aujourd'hui, l'arrivée de l'ultra-transformation, on le voit un peu partout dans le monde, cause des centaines de milliers, voire des millions de morts. Oui, alors, si vous voulez, on est passé avant-guerre, globalement, sur la planète, on était plutôt à près de 70% de décès par maladie infectieuse, donc qui tuait le plus. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on est plutôt à 72% de mortalité précoce par ce qu'on appelle des maladies chroniques ou des affections longue durée, donc qui demandent une prise en charge sur le long terme. Alors, il y a l'alimentation. Si vous voulez, il y a 3 facteurs pour ces 72% de décès précoces par maladie chronique. C'est une mauvaise alimentation. Il y a une publication du Global Burden of Disease, qui est une expertise collaborative sur l'alimentation, au même titre que l'ELGEC pour le climat, et qui a publié qu'on peut considérer aujourd'hui qu'un décès sur 5 sur la planète est lié à une mauvaise alimentation. Donc, c'est beaucoup. Ça veut dire à peu près 11 millions de décès, puisqu'il y a chaque année dans le monde entre 55 et 60 millions de décès. Alors, donc l'alimentation, ensuite, une baisse de l'activité physique, qui joue un rôle très important aussi. Et enfin, troisième pilier des maladies chroniques, la pollution environnementale. Par exemple, il y a des études qui ont montré une association entre les perturbateurs endocriniens de notre environnement et l'obésité, par exemple. Mais l'alimentation reste un levier. De ces 3 leviers, c'est sans doute celui sur lequel on peut agir le plus vite. C'est-à-dire, dès ce soir, je peux commencer à changer mes habitudes alimentaires, même si c'est difficile de les changer. Donc, l'alimentation reste un levier formidable pour améliorer nos systèmes alimentaires. Et tout le monde, c'est accessible en fait à tout le monde. Et puis en plus, c'est quand même ce qu'on met dans notre organisme 3 à 4 fois par jour. Donc, c'est pas anodin ce qu'on met dans l'organisme 3 à 4 fois par jour. Donc, si vous voulez faire de l'activité physique, mais continuer à manger de l'ultra transformé, ce sera pas suffisant, contrairement à ce qu'on peut lire.
Et une des grandes maladies chroniques, justement, qui en entraîne d'autres, c'est l'obésité. On voit je crois que c'est l'OMS qui parle d'épidémie d'obésité à travers le monde. Quand on regarde les chiffres, c'est assez frappant. On voit que, par exemple, tous les pays, toutes les archipels du Pacifique ont des populations qui soit dépassent, soit frisent les 50% d'obèses. C'est ça. C'est le cas en Algérie où il y a, je sais plus, une quarantaine de pourcents des femmes qui sont obèses. C'est le cas en Égypte, c'est le cas au Mexique. En fait, il y a une explosion de l'obésité à travers le monde. Et au-delà des pays qu'on a en tête, comme les États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui s'est répandu de manière mondiale. Oui, tout à fait. On parle de pandémie d'obésité mondiale. Ça vient des États-Unis. Hein. C'est vraiment dans les années 70 où l'obésité a commencé à se développer de manière significative aux USA. Pour des raisons, on pourra y revenir, hein, mais on connaît les raisons. Et puis ça s'est un peu exporté dans le monde entier, notamment avec la junk food, la fast food, ce qu'on appelle aujourd'hui ultra transformé, qui est un terme plus scientifique et beaucoup plus correct d'ailleurs. Pourquoi c'est plus correct? Parce qu'en fait, la malbouffe, c'était un terme flou, chacun mettait ce qu'il voulait. Et puis, c'était nous les coupables. On mal bouffait. Vous voyez, c'était nous les responsables. On avait des mauvais comportements. Alors qu'avec l'ultra-transformation, non seulement ça englobe la malbouffe, mais ça va beaucoup plus loin, si vous voulez. Ça englobe des aliments qui étaient présentés comme sains, alors que ça n'est pas le cas. Et là, c'est la responsabilité, cette fois-ci, passe du consommateur au transformateur, qui ultra-transforme. Et donc ça change tout, parce que la responsabilité change de camp. Ce n'est pas nous qui sommes idiots, parce que si vous voulez, c'est facile d'exploiter l'ignorance des gens quand on n'a pas d'éducation à l'alimentation. C'est très facile d'exploiter l'ignorance chez les plus jeunes, les personnes moins éduquées. Et oui, l'obésité s'est répandue, donc c'est 41% d'obèses aux USA, plus de 50% dans les îles du Pacifique, des fois même 60% dans certaines îles. En France, on est à 17%. La moyenne européenne doit tourner autour de 15%, donc ce qui est quand même énorme, hein, c'est considérable. Comme je le disais, hein, l'obésité multifactorielle, l'alimentation joue un rôle très important. Il y a aussi la génétique, il peut y avoir la pollution environnementale, certes, mais l'alimentation est certainement le levier le plus important pour prévenir l'obésité, donc de revenir à des vrais aliments, tout simplement, parce que dans les populations plus traditionnelles qui n'ont pas été touchées par l'ultra-transformation, on a des taux de diabète de type 2 et d'obésité qui sont très, très faibles, en fait. Donc, on voit bien que de manger des vrais aliments protège notre santé, ça c'est clair. Et l'obésité, c'est une porte d'entrée, ou le diabète de type 2, le diabète justement qui n'est pas génétique, mais qui est lié à la mauvaise hygiène de vie, c'est des maladies qui sont des portes d'entrée justement vers d'autres types de maladies? Oui, on pourrait parler, si vous voulez, les maladies chroniques n'arrivent pas d'un coup, c'est-à-dire que c'est un continuum. Il y a d'abord des premières dérégulations métaboliques qui ensuite deviennent une maladie chronique, qui peuvent ensuite amener à des maladies plus graves et augmenter les facteurs de risque de maladies plus graves. On peut prendre 3 exemples qui sont 3 premiers stades de dérégulation métabolique. Donc, surpoids, obésité. L'obésité, une fois qu'on est tombé dedans, peut augmenter les risques de dépression, de maladies cardiovasculaires et de cancer. Donc, on démultiplie le risque par rapport à quelqu'un qui ne serait pas obèse. Ensuite, vous avez, pour le diabète, vous avez d'abord une hyperinsulinémie, une insulinorésistance, un diabète de type 2. Et le diabète de type 2 peut ouvrir la porte à des insuffisances rénales qui sont graves, qui sont très graves, amputation, la cécité. Ensuite, vous avez 3e dérégulation métabolique qui sont les premiers stades, une maladie silencieuse dont on parle assez peu, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'on l'appelle aussi la maladie du soda ou de la malbouffe, qui est la stéatose hépatique ou le foie gras humain, tout simplement, comme avec les oies et les canards. Et qui est très lié à une mauvaise alimentation, notamment l'excès de fructose qui provient des sirops de glucose fructose très utilisés aux USA et qui touche une partie importante de la population, puisqu'on estime que 20 à 25% de la population européenne est atteinte de stéatose hépatique. Alors, la stéatose hépatique n'est pas dramatique en soi, elle peut même être réversible. Si vous voulez, c'est quand vous avez plus de 5% d'engorgement en triglycérides en poids du foie. Mais le problème, c'est qu'elle peut se transformer en stéatohépatite avec une inflammation, la NASH, non-alcoolique stéatohépatite, ensuite une cirrhose, pourquoi pas, et un cancer du foie. Vous voyez, on a des cascades, on a d'abord des dérégulations métaboliques et ensuite des cascades de maladies chroniques pour arriver à des choses qui peuvent être fatales, alors que les premiers stades de dérégulation métabolique ne le sont pas forcément.
Avant de parler de l'effet matrice, on va peut-être évoquer ce que vous appelez le paradigme réductionniste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est pour vous le réductionnisme? Oui, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est quelque chose qui date depuis longtemps, qui a été systématisé, entre autres, mais pas seulement par René Descartes. On parle d'ailleurs du cartésianisme à la française. Pour résumer toutes mes lectures et puis aussi la pensée de Descartes, si vous voulez, donc notre environnement est fait de systèmes complexes dans la vie. Les systèmes vivants, le corps humain est un système complexe qui sont des parties qui sont liées entre elles. Mon cœur, mes poumons, tout ça, c'est lié entre eux. Un aliment, c'est des nutriments qui sont liés entre eux. Un paysage agricole, il y a des liens entre les haies, les arbres, par les racines. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle des systèmes complexes. Et le réductionnisme consiste à dire, pour mieux comprendre le système complexe, on va le déconstruire en ses parties isolément et étudier ces parties de manière isolée. Donc c'est ce qu'on a fait avec la nutrition, qui est apparue dans les années 1850, où on a décortiqué l'aliment avec des techniques et une pensée plutôt issue des sciences physiques et chimiques, hein, d'où le concept de calories d'ailleurs. Donc cette démarche est tout à fait utile et nécessaire et il faut la continuer. Donc on a déconstruit l'aliment pour étudier et découvrir les protéines, les glucides, les lipides, les fibres, minéraux, vitamines, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt les polyphénols, les antioxydants. Et pourquoi elle est utile, cette approche? Parce que la découverte des vitamines, comme tout le monde le sait, ça a permis aussi de sauver des millions de vies, de prévenir les carences et les déficiences. Donc cette approche porte de la valeur en soi. Le problème est plutôt… Alors, cette approche va permettre de définir la composition des aliments, d'étudier le devenir métabolique des nutriments pris isolément, que deviennent les glucides, que deviennent les protéines, mais avec le risque de créer des écoles de pensée un peu séparées les unes des autres. C'est-à-dire, il y a ceux qui vont étudier les glucides, les lipides, les protéines. Tout ça est utile et il faut le continuer, mais le risque, il est là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a étudié quelques parties du système séparément et qu'on veut revenir au système de départ, c'est-à-dire revenir en arrière, eh bien, il y a une équation qu'il ne faut pas faire et qu'on a faite en nutrition, malheureusement, c'est qu'on a dit que le tout est égal à la somme des parties, c'est-à-dire que l'aliment n'est qu'une somme de nutriments. Et c'est là que c'est faux. Parce qu'en revenant en arrière, on a oublié qu'il y avait des liens entre les parties. Et donc, le tout n'est plus égal à la somme des parties dans le système complexe. Et donc, 1 plus 1 est soit supérieur à 2 quand il y a de la synergie, parce que le lien entre les parties peut créer de la synergie. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans l'union fait la force, ou de l'antagonisme. 1 plus 1 peut être inférieur à 2 si les deux entités se neutralisent. Et donc, c'est là que ça devient vraiment un problème parce que ça nous a amené à réduire l'aliment à une somme de nutriments, ce qui va donner les scores de composition qui sont utilisés préférentiellement dans le monde comme outils pour choisir ces aliments, mais qui en fait sont scientifiquement erronés. Donc, ça va mener à cette approche nutricentrée où on va vouloir finalement tout expliquer par les nutriments. On va vouloir expliquer les maladies chroniques par des nutriments. C'est ce qu'on a fait dans les années 60 aux États-Unis, où on a accusé le gras. Donc, on s'est mis à définir des bons et des mauvais nutriments, des nutriments à encourager, d'autres à limiter. Et c'est très délétère parce qu'on va finir par stigmatiser les aliments qui les contiennent. Donc, on a stigmatisé le beurre, le lait qui contenait trop de gras, donc on a fait du lait demi-écrémé, on a fait des margarines pour remplacer le beurre. On va stigmatiser la viande parce qu'elle contient des saturés. Et donc, cette approche est erronée, puisque maintenant, on a réhabilité le beurre, on a réhabilité le gras. Et comme on va le voir dans l'effet matrice tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de bons et de mauvais nutriments. Tous les nutriments sont, au départ, ont un potentiel de santé. Et pour que ce potentiel de santé des nutriments s'exprime le mieux possible, il faut qu'il soit dans une bonne matrice. C'est la matrice qui va donner le potentiel santé des nutriments. Ça, c'est fondamental et ça, c'est ce qu'on a publié en début d'année. Et donc, voilà, c'est ça le réductionnisme. Alors, les ultra-transformés, c'est plus que du réductionnisme, c'est de l'ultra-réductionnisme. C'est-à-dire qu'on s'est tellement déconnecté de l'aliment de départ, on l'a tellement déconstruit, qu'on en vient à créer des aliments faux et virtuels. Vous voyez, on est déconnecté du réel. C'est comme les scores de composition, ils sont déconnectés du réel potentiel santé d'un aliment. Ils sont basés sur une mauvaise définition du potentiel santé d'un aliment qui se résumerait en l'équilibre en quelques nutriments, ce qui est faux, puisqu'un aliment sain est tout simplement l'aliment le moins transformé possible, c'est-à-dire avec la meilleure matrice.
Donc, voilà à quoi mène l'ultra-réductionnisme. Et je dirais en complément, l'approche holistique va s'intéresser au système dans sa complexité, l'aliment dans sa complexité, donc la matrice, et va reconsidérer l'importance des liens qui unissent les nutriments. Et en fait, les maladies chroniques ne sont pas une maladie de nutriments, c'est-à-dire on ne peut pas les étudier de manière réductionniste. Elles sont multidimensionnelles. Et donc, c'est plutôt, si l'on se focalise sur le levier alimentation, les maladies chroniques sont plutôt liées à la dégradation et à l'artificialisation des matrices alimentaires. Vous voyez ? Donc, on change complètement de perspective. C'est parce qu'on a dégradé les matrices qu'on a dérégulé le devenir métabolique des nutriments. Donc, il n'y a pas de bons et de mauvais nutriments, comme le définissent trop souvent l'ultra-réductionnisme. Par contre, d'un point de vue holistique, vous avez des bonnes et des moins bonnes matrices. Vous voyez ? Parce que la matrice véhicule les nutriments. Et donc, l'approche holistique, le mot-clé, c'est le lien. C'est créer du lien. C'est prendre en compte les liens. Et si vous voulez, les liens entre les nutriments dans l'aliment participent beaucoup plus de leur effet santé que les nutriments eux-mêmes. Vous voyez, les nutriments ne sont rien sans la matrice. J'aime bien dire, la matrice ordonne, les nutriments obéissent. Vous voyez ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un mélange de nutriments, c'est pas la même chose pour votre organisme que l'aliment qui contient les mêmes nutriments. Vous voyez ce que je veux dire ? Une poudre de nutriments n'a pas le même effet que l'aliment de même composition. C'est-à-dire que, par exemple, un jus d'orange et une orange, ça n'a rien à voir. Enfin, l'effet sur le corps d'un jus d'orange et d'une orange entière n'ont rien à voir. Justement, j'avais amené un fruit. Donc là, par exemple, il y a une pomme. Donc, c'est quoi la matrice de la pomme ? C'est ce que vous voyez. C'est une matrice ronde, solide. La pomme, ici, cette matrice solide et brute, c'est le résultat de l'interaction des nutriments entre eux. Les fibres avec les sucres, les antioxydants, les minéraux, les polyphénols. Il y a même un petit peu de lipides et de protéines, hein, même si c'est en faible quantité. Et avec cette pomme, je peux en faire un jus de pomme. Donc là, je modifie la matrice, c'est-à-dire que je fais une matrice liquide. Alors, il y a 3 conséquences, notamment quand on passe d'un fruit ou d'un légume à un jus ou un extracteur de jus de légumes. C'est d'abord, si on reprend l'exemple du jus de fruits, d'abord, vous transformez les sucres qui, dans la pomme ici, sont, on va dire, ils sont prisonniers. Vous devez mastiquer la pomme pour libérer les sucres. Dans le jus, ils sont déjà libérés. Donc, si vous voulez, on accélère le transit des sucres et on peut augmenter l'index glycémique. L'index glycémique, ça veut dire que le sucre va entrer plus rapidement dans le sang ? C'est ça. Oui, alors on l'observe aussi très bien pour tout ce qui est on l'observe aussi pour les produits, pour les féculents. Plus vous dégradez la matrice, les pains, les céréales du petit déjeuner, plus vous dégradez la matrice des féculents, plus l'index glycémique augmente. Donc, c'est pareil pour les jus de fruits. En libérant, parce qu'en fait, transformer un fruit en jus, c'est déjà libérer les sucres. Les sucres deviennent libres. Et quand on dit libre, c'est-à-dire des sucres sans matrice, ou moi je les qualifie de amatriciels. Donc, absorption plus rapide, moins de satiété parce qu'on ne mastique pas un jus. Donc, en 1 minute, si vous prenez un jus de pomme, vous allez consommer 2 à 3 fois plus de calories que si vous prenez une pomme entière en 1 minute. Comme c'est moins rassasiant, peut-être vous allez consommer un peu plus derrière. Et puis, vous n'allez probablement pas absorber la même quantité de nutriments. Par exemple, il a été montré dans un digesteur in vitro qu'on absorbe 20% de moins de matière grasse avec une amande entière si on la compare à une amande finement broyée, donc une matrice broyée, à composition strictement identique. Hein. Donc voilà, c'est ça l'effet matrice, c'est-à-dire que ça joue des rôles fondamentaux sur notre organisme. Donc mastication, satiété, régulation de la prise alimentaire, transit digestif, sécrétion des hormones, biodisponibilité, c'est-à-dire la fraction du nutriment qui va être absorbé. Par exemple, dans les produits laitiers, le calcium n'est absorbé par l'organisme qu'entre 15 et 55%. Donc, vous avez du calcium qui arrive au côlon. Donc, vous avez toujours, c'est rare d'obtenir 100% de biodisponibilité. Vous avez aussi un rôle sur la synergie. Un antioxydant dans une matrice de qualité alimentaire peu transformée, il va agir en synergie avec d'autres antioxydants. Alors que si vous l'isolez, le purifiez et le remettez à forte dose dans une matrice nouvelle, ultra transformée, il n'y a plus la même synergie d'action. Donc, tout ça, c'est l'effet matrice. Et en fait,
l'erreur que l'on a fait trop longtemps, malheureusement, avec cette pensée ultra-réductionniste ou nutricentrée, c'est de se focaliser sur les nutriments et de vouloir tout expliquer par les nutriments. Alors que moi, en tout cas, les conclusions de mes travaux indiquent qu'il faut se focaliser sur la matrice et essayer d'expliquer les choses avec la matrice alimentaire. Ça, c'est intéressant sur les nutriments et les synergies. On parle beaucoup des perturbateurs endocriniens qui ont des cocktails chimiques et d'ailleurs qu'on arrive assez mal à identifier parce qu'il y a une complexité telle que chacun des perturbateurs interagissent entre eux. C'est pareil pour les nutriments dans la matrice, c'est-à-dire qu'ils peuvent interagir entre eux et c'est cette proximité, cette synergie entre plusieurs nutriments qui va faire que il peut y avoir des effets bénéfiques. Oui, alors c'est très complexe d'étudier la synergie. L'approche holistique, c'est ce qu'on appelle aussi, oui, ça participe de la complexité. On est loin d'avoir étudié toute la synergie. Mais moi, je me rappelle par exemple d'une étude qui avait été menée in vitro, c'est-à-dire en éprouvette, où ils avaient mesuré le pouvoir antioxydant d'un mélange d'antioxydants. Eh bien, ils avaient mesuré que le pouvoir antioxydant des molécules mélangées était supérieur à la somme du pouvoir antioxydant mesuré isolément sur les molécules. Donc, 1 plus 1 supérieur à 2. Par exemple, parce que si vous voulez, les antioxydants, c'est un bon exemple de synergie, parce que si vous voulez, un antioxydant, quand il agit dans l'organisme humain, pour ceux qui ont fait un peu de biologie ou de chimie, c'est la fameuse réaction d'oxydoréduction. C'est-à-dire que l'antioxydant, bah, une fois qu'il agit, il devient pro-oxydant. Hein, il devient, par exemple, la vitamine C devient le radical ascorbyle, qui est pro-oxydant. La vitamine E devient le radical tocophéryl, qui est un pro-oxydant. Donc, si vous voulez, il faut qu'il y ait derrière d'autres molécules pour régénérer ces radicaux libres. Donc, on a comme une chaîne de réaction, par exemple, entre les antioxydants qui se régénèrent mutuellement et la chaîne finit un moment par se stopper. Et c'est, si vous voulez, cette chaîne synergique. Si vous isolez un seul antioxydant, vous ne l'avez plus. Donc, par exemple, il y avait eu des études dans les années 90, ATBS et Carrette, où ils avaient donné des compléments, notamment contenant du bêta-carotène, qui est un puissant antioxydant, et qui avait été donné de manière isolée à des personnes atteintes de cancer du poumon. Et ils avaient pris, alors attendez que je dise pas de bêtises, oui, ils avaient pris une population et ils avaient regardé avec les compléments l'apparition du cancer du poumon et ils s'étaient rendu compte que ça augmentait le risque de cancer du poumon en fait. Donc ils ont été obligés d'arrêter l'étude parce que, pour des raisons éthiques, ils ne pouvaient pas continuer l'étude. Et en fait, maintenant, si vous regardez les recommandations nutritionnelles, les compléments de bêta-carotène ne sont pas recommandés pour les personnes atteintes de cancer. Voilà, donc là, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, il faut faire attention à ne pas abuser de molécules isolées si ce n'est pas nécessaire. Après, les compléments sont utiles quand vous avez des carences ou des déficiences sévères. Ça, c'est vrai, parce qu'il faut bien corriger la déficience ou la carence. Mais si vous voulez, si le message que l'on envoie aux gens, c'est de dire finalement, continuez à mal manger, mais vous allez compléter avec des compléments pour corriger l'absence de nutriments, ou la pauvreté en nutriments protecteurs de votre alimentation. Ce n'est pas le bon message qu'on envoie. Il faut plutôt encourager les gens à revenir à une alimentation de qualité qui contient déjà tous les nutriments et les micronutriments nécessaires. Donc, si vous voulez, les compléments sont utiles, plutôt en curatif pour corriger des déficiences ou des carences sévères, ça c'est évident. Mais en préventif, il faut plutôt encourager les gens à manger sainement. Justement, vous faites des préconisations nutritionnelles, ou alimentaires. Vous parlez de la règle des 3 V. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette règle et quelles sont ses vertus? La question qu'on s'est posée, c'est quelles sont les dimensions qui contrôlent la relation alimentation-santé? Quelles sont ces dimensions? Donc, on en connaissait 2 qui sont plutôt bien démontrées, c'est-à-dire le ratio produits animaux et la diversité alimentaire. Donc, le ratio produits animaux sur végétaux, on l'appelait végétal, et la diversité variée. Alors, je devrais plutôt dire les dimensions qui gouvernent la relation alimentation-santé globale, c'est-à-dire humaine et planétaire. Donc, on sait par exemple que la monotonie alimentaire peut entraîner des carences, ne stimule pas la biodiversité. On sait que trop de produits animaux, c'est de toute façon pas viable pour la planète,
Donc, il faut réduire leur consommation et aller vers des produits animaux de qualité. Donc, ces deux dimensions étaient connues. Et avec l'émergence du degré de transformation, qui a été négligé jusqu'au début des années 2010, c'est une dimension qui n'était que très rarement prise en compte et qui était la plus importante des dimensions, eh bien, on a rajouté, nous, cette dimension, le degré de transformation qu'on a appelé vrais aliments par opposition aux faux aliments ultra transformés. Donc, ça donne vrai végétal varié. Et la règle des 3V, ce n'est pas un régime, ce sont plutôt l'identification de 3 dimensions génériques qui gouvernent la relation alimentation-santé globale. Et en effet, si vous supprimez une des dimensions, ça ne marche plus. Donc, je vous ai donné l'exemple. Par exemple, au lieu de faire vrai végétal varié, vous faites faux végétal varié, ce qu'on fait de plus en plus dans les pays occidentaux, c'est-à-dire qu'on végétalise l'assiette, mais avec de plus en plus d'ultra transformés. Ça n'est pas l'optimum pour la planète. Des choses comme ça. Voilà, pour la santé non plus. Et si vous faites vrai animal varié, trop de produits animaux, c'est pas viable pour la planète. Enfin, surtout si c'est des produits animaux ultra transformés. Et puis pour la santé, on sait que certaines études alertent sur les risques de certaines maladies chroniques si on consomme trop de viande transformée ou de viande rouge. Et enfin, si vous faites vrai végétal monotone, comme je disais, ça stimule ni la biodiversité et puis vous pouvez avoir des carences ou des déficiences. Donc, en faisant ce petit exercice, ce petit jeu, on s'aperçoit que chaque dimension est essentielle. Et donc, à varier, on a rajouté, si possible, biolocal et d'eau-saison, parce que c'est pas toujours possible. Il y a des pays où c'est compliqué de manger. Enfin, le 100% local, de toute façon, est une utopie. Ça n'est pas souhaitable et ça n'est pas possible dans certains pays. Et donc, en fait, ensuite, on a 3 dimensions, dans un espace à 3 dimensions, et on peut ensuite classer tous les régimes alimentaires de la planète dans cet espace à 3 dimensions. Et selon le curseur sur chacune des dimensions, eh bien, on peut voir si le régime est plus ou moins protecteur pour la santé globale et planétaire, en fait. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que c'est facile d'accès. Tout le monde peut se l'approprier, parce que la question, finalement, qu'il faut se poser est toute bête pour la santé globale, c'est est-ce que je végétalise un peu plus? Est-ce que je réduis les aliments ultra transformés? Est-ce que je varie un peu plus? Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas véritablement besoin d'en savoir plus pour manger bien pour soi et la planète. On pourrait rajouter à la règle des 3V quand même, on peut rajouter au sein des vrais aliments 3 autres règles qui sont importantes. C'est-à-dire que dans les vrais aliments, il faut quand même favoriser les céréales complètes à raffiner. Il faut favoriser les aliments solides à liquides. Et il faut évidemment ne pas avoir la main trop lourde sur l'ajout de sel, sucre et ou gras. Mais je dis bien l'ajout. Ce qui pose problème, c'est l'ajout. Ce ne sont pas les gras et sucres naturellement présents dans les aliments. Ce que la science nous dit aujourd'hui, ce que les études épidémiologiques nous disent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas forcément un régime universel sain à mettre en avant, mais qu'il y a plein de régimes locaux que la science avalise comme des régimes sains. On parle beaucoup du régime crétois, du régime sarde, je crois qu'il y a le régime d'Okinawa. En fait, il y a des régimes locaux qui sont très sains et il faut se réinspirer de ces régimes locaux. Chaque région doit développer un régime sain. Oui, alors c'est ça, c'est pour ça que je dis que la règle des 3V, alors le mot règle est peut-être pas, on pourrait parler d'un indicateur, d'un index. C'est pas un régime. Mais par contre, tous les régimes que vous avez cités qui ont été montrés, ce qu'on appelle des régimes a priori, c'est-à-dire en observant la réalité, rentrent dans le cadre des 3V, c'est-à-dire que ce sont généralement quand même des régimes riches en produits végétaux, plutôt variés et plutôt des vrais aliments. Donc, l'idée, moi, c'est un concept qu'on avait développé il y a plusieurs années. On avait écrit un article là-dessus. C'était comment régionaliser les régimes sains et durables. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir en tête ces 3 dimensions, c'est-à-dire vrai, végétal, varié, et ensuite de les décliner localement en fonction des réalités agronomiques, pédoclimatiques, même les traditions culinaires, pourquoi pas, les traditions religieuses, les interdits religieux. Par exemple, on peut très bien développer un régime auvergnat, breton, mais le message qui est envoyé, c'est quand même d'avoir en tête ces 3 dimensions. C'est-à-dire si on met trop d'ultra transformés dans le régime, ça va pas marcher. Si on met trop de produits animaux, ce sera pas possible. Et si on varie pas assez, ce sera pas possible. Mais après, on peut évidemment s'adapter. Par exemple, en Auvergne, nous, on a des lentilles, on a de la viande de vache, la salers, de la viande de mouton, on a des céréales.
entre autres du fromage. Donc, on peut très bien, et c'est d'ailleurs la réflexion qu'on a au sein du programme alimentaire territorial Grand Clermont-Livradois-Forez, puisque je fais partie du comité scientifique, eh bien, on a une réflexion sur comment développer un régime dans la région sain et durable. Et donc, moi, au cours des discussions qu'on a eues avec les gens, voilà, c'est ce que je leur ai dit, que c'est important d'avoir en tête ces 3 dimensions. Donc vrai, on en a beaucoup parlé, si on reprend les 3 V, vrai, végétal, varié, on a beaucoup parlé du vrai, donc ne pas manger d'aliments ultra transformés. Végétal, quand on est végétarien ou flexitarien, on entend beaucoup les gens nous dire attention, vous risquez d'avoir des carences. C'est au contraire les gens qui mangent trop monotone, c'est-à-dire pas assez varié, ou qui mangent trop de viande, qui ont des risques directs sur leur santé de développer des maladies et des maladies chroniques notamment. Disons que, pour bien l'exprimer, la règle des 3 V doit mener, en théorie, à des régimes flexitariens localisés. Nous, on a calculé les besoins nutritionnels chez les enfants, les adolescents et la population adulte et âgée avec le régime 3V, donc on n'a aucun souci, il n'y a aucune carence et aucune déficience. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun souci de végétaliser un peu plus. D'ailleurs, le régime Okinawa, traditionnel, hein, pas celui d'aujourd'hui, parce que l'ultra-transformation commence à pénétrer certains régimes qui étaient antérieurement protecteurs, mais en tout cas, le régime Okinawa traditionnel, c'est-à-dire avant les années 1950, c'est moins de 10% de calories animales par jour. Donc, on a des exemples qui montrent qu'on n'est pas obligé de consommer beaucoup de produits animaux pour vivre en bonne santé, puisque quand même, Okinawa est une des 7 zones bleues, c'est-à-dire une des zones sur la planète où il y a le plus de centenaires. Alors, évidemment, il n'y a pas que le régime alimentaire qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi l'exercice physique, sans doute, et peut-être des environnements moins pollués. Après, on peut être végétarien et consommer beaucoup de produits animaux. Hein. Si vous consommez beaucoup d'œufs et de produits laitiers, vous pouvez consommer plus qu'un flexitarien. Après, les véganes, c'est un domaine que je connais pas. Il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi, les végétaliens. Là, je m'exprimerai pas là-dessus parce que j'ai pas assez approfondi la question. Mais par contre, si on regarde les études épidémiologiques des végétariens, il n'y a pas de risque accru pour la santé globalement. On a même plutôt des risques réduits de certaines maladies chroniques. Donc, on peut très bien, si vous voulez, on peut très bien vivre en se passant de viande. Hein. C'est ça l'idée des végétariens, c'est-à-dire ce qu'on appelle pour dire les choses crûment, mais c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire des parties mortes d'un animal. Donc, on peut être végétarien et manger, si vous voulez, des œufs et des produits laitiers. Il y a tout ce qu'il faut sans aucun souci. Alors justement, on a parlé du coup de la dimension vraie, on a parlé de la dimension végétale, et il y a la variété. En quoi sur la santé, la variété de produits est intéressante, et en quoi se nourrir de végétaux variés, en gros, nous permet d'être en bonne santé? C'est une question très importante qui va me permettre d'aborder un point. Je vais prendre le temps d'expliquer ce que c'est important. Dans la règle des 3V, je vais répondre à votre question et vous allez voir l'angle que je choisis. Dans la règle des 3V, là, il y a une hiérarchie. C'est vrai, végétal, varié. Je m'explique. On n'achète pas des régimes, on achète des aliments un par un. Et quand on choisit un aliment, c'est pas la composition qu'il faut regarder. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut regarder, c'est la qualité matricielle. Une bonne matrice de qualité, donc peu transformée, le moins transformé possible. Donc, on choisit un aliment sur le vrai. Ensuite, au sein des vrais aliments, pour l'équilibre, cette fois-ci en nutriments, on va végétaliser un peu plus et varier un peu plus. Mais cette fois-ci, c'est à l'échelle de la semaine. Donc, je résume. On choisit un aliment sur le vrai et on constitue son régime sur la semaine en végétalisant de vrais aliments et en variant avec des vrais aliments. Pourquoi? Parce que la matrice gouverne le devenir métabolique des nutriments. Donc, si vous ne choisissez pas des bonnes matrices, après, vous pourrez toujours essayer d'équilibrer nutritionnellement avec des compléments, des aliments ultra transformés enrichis en minéraux, fibres et vitamines. Ça ne le fera pas. Et ce qui me permet de répondre à votre question, que vous pouvez bien remplir tous vos besoins nutritionnels, par exemple avec des aliments ultra transformés enrichis en minéraux, fibres, vitamines, en calcium, des compléments, et tomber malade chronique, si vous avez en tête la règle des 3V. Parce que on peut très bien remplir tous ces besoins nutritionnels avec que du faux et pas des vrais aliments, pas des vraies matrices. Et ça, on l'a observé en Inde et en Chine, où les besoins nutritionnels sur ces 30 dernières années se sont largement améliorés. Et pourtant, les risques de maladies chroniques augmentent de manière exponentielle. Pourquoi? Parce que probablement, c'est notre hypothèse de travail, mais qu'on observe de plus en plus,
le vrai s'est dégradé. C'est-à-dire que la qualité de la matrice et des calories, la qualité et non la quantité s'est dégradée. Donc, ça montre bien que de se focaliser que sur les nutriments et les besoins nutritionnels est totalement insuffisant pour ne pas tomber malade chronique. Vous pouvez être obèse et n'avoir aucune carence et déficience si la qualité de vos calories se dégrade. Et je le répète, vous pouvez manger toutes les minéraux, vitamines que vous voulez ou fibres sous forme d'ajouts, d'isolats, dans des matrices ultra transformées. Vous voyez ? Donc, se focaliser que sur les nutriments pour rester en bonne santé est une erreur. Pour éviter les maladies chroniques, il faut d'abord se focaliser sur le vrai, donc la matrice. Il faut d'abord des matrices de qualité et ensuite on équilibre les nutriments, évidemment, pour éviter les déficiences et les carences. Mais il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Si vous voulez, le logiciel réductionniste qui était très utile avant-guerre pour lutter contre les maladies infectieuses, parce qu'on identifie un micro-organisme, un agent pathogène, ou les carences parce qu'on identifie une vitamine, là, le réductionnisme est utile. Mais quand on a basculé dans les maladies chroniques multifactorielles, qui n'ont pas une seule cause, il aurait fallu changer de logiciel et aller vers un logiciel holistique multidimensionnel. Et on n'a pas fait ce changement de paradigme et on est toujours en train d'essayer de traiter des maladies chroniques avec une approche réductionniste, soit nutricentrée, où on essaye d'expliquer les maladies chroniques par des nutriments isolés, ce qui ne marche pas, ou soit par des médicaments isolés, mais on ne peut pas guérir d'une maladie chronique avec une seule molécule, c'est évident. Donc on a parlé de cette dimension de la variété sur l'impact sur la santé. En quoi la variété des régimes, des aliments qu'on consomme est bonne pour la planète ? Tout simplement parce que plus on mangera varié, plus on va stimuler la biodiversité. Et plus on va stimuler la biodiversité, eh bien, la biodiversité, on peut dire que c'est un terme qui découle de la pensée holistique, c'est-à-dire que plus il y a de diversité, plus on va stimuler ensuite une biodiversité animale. Par exemple, on voit bien que dans les grandes monocultures intensives sur des milliers d'hectares, on a détruit toute espèce vivante, les insectes. Donc, si vous voulez, c'est comme un cercle vertueux, c'est-à-dire plus on va manger varié, en variant par exemple les céréales, tout ça, plus on va stimuler en amont la chaîne agroalimentaire à diversifier les cultures. Et plus on va diversifier les cultures, plus on va créer une agriculture résiliente. Et donc avec du lien en fait. Et on va pouvoir peut-être découvrir des variétés anciennes qui sont très intéressantes. Parce que si vous, par exemple, alors je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on peut les retrouver assez facilement dans le rapport de la FAO sur la biodiversité. Il y a très très peu de variétés animales et végétales qui nous apportent un pourcentage énorme de calories à la population mondiale. Donc, on a une très très faible biodiversité en fait. Et l'ultra-transformation joue un… Oui. J'ai un chiffre en tête, il faudrait le vérifier, mais j'ai vraiment lu ça quelque part, c'est que 67% des végétaux qu'on mange sont constitués par 9 plantes. C'est-à-dire qu'en gros, en favorisant de manger de tel type de céréales pour le petit déjeuner, on favorise une uniformisation du vivant. On n'a plus que quelques types de plantes sur la planète. Exactement, c'est un papier qu'on a publié en 2020 avec une approche empirique où on a essayé de reconstituer les liens entre une consommation massive et globalisée d'aliments ultra transformés et la durabilité des systèmes alimentaires. Et on s'est rendu compte, mais en s'inspirant aussi d'autres chercheurs, d'autres travaux antérieurs, que les ultra transformés remplissent très bien deux sécurités. Je m'explique. L'accessibilité, c'est-à-dire c'est des calories bon marché, faciles d'accès. Vous avez des distributeurs de snacks, de fast-food dans les gares. C'est vraiment facile d'accès. Et c'est pas cher. Et la sécurité sanitaire, c'est-à-dire que c'est des aliments, il n'y a rien à dire, qui sont très sûrs d'un point de vue sanitaire, c'est-à-dire il n'y a aucun risque toxicologique. Mais ça a été fait au détriment de trois sécurités, c'est-à-dire la sécurité environnementale, la sécurité santé et la sécurité socio-économique. Et pour répondre à votre question sur la biodiversité, on est parti des marqueurs d'ultra-transformation qui constituent ces aliments et on s'est posé la question d'où viennent ces marqueurs, ces MUT. Eh bien, on se rend compte assez vite qu'ils sont associés à une très faible biodiversité. C'est-à-dire qu'on a quelques aliments qu'on va craquer, un peu comme le pétrole, qu'on va déconstruire pour produire des sirops de glucose, des isolats de protéines. On va retrouver, pour faire simple, tous les sucres ultra transformés comme les sirops de glucose. C'est la pomme de terre, le maïs, le riz et le blé.
qui sont eux-mêmes optimisés et issus de monocultures très intensives. Pour les isolats de protéines, c'est les protéines de pois et de soja, par exemple. On va trouver le collagène, c'est les minerais de viande, qui sont issus souvent de l'élevage intensif, très intensif. Donc, si vous voulez, vous voyez, il y a très peu d'aliments qui ont été optimisés, donc avec une très faible biodiversité, qui vont être à la source de l'ultra-transformation. Vous avez aussi la déforestation, qui est liée à l'ultra-transformation, parce qu'on va déforester pour produire, par exemple, du soja qui va nourrir les animaux en ultra-intensif, les grands feedlots nord-américains ou canadiens, qui vont donner des calories animales de mauvaise qualité qu'on va retrouver dans les plats préparés ultra-transformés. Ça menace aussi les petits paysans sur la planète parce que l'ultra-transformation est associée et favorise les grandes monocultures intensives, très intensives, avec l'usage de pesticides, d'herbicides, d'insecticides. Vous voyez, donc tout ça, en plus si vous voulez, de craquer un aliment, de purifier, d'extraire les briques élémentaires, de les purifier, ensuite de les recombiner, on imagine aisément que c'est plus coûteux en énergie que de prendre un aliment brut que l'on peut transformer soi-même localement, c'est évident. Et puis ensuite, la santé, on en a parlé. Et pourquoi la socio-économie est menacée? On l'a un peu évoqué. C'est qu'en fait, ces aliments, en se substituant aux vrais aliments, notamment auprès des plus jeunes, menacent les traditions culinaires. Et ils menacent le social parce qu'en fait, pour deux raisons. D'abord, parce que ces aliments fractionnés recombinés sont associés à une vie sociale fragmentée. Parce que ce sont des aliments qui se consomment souvent, qui ont été conçus pour être consommés de manière isolée, donc qui n'associent pas forcément le partage avec la famille, les amis. On peut observer des familles où chacun mange à son heure son aliment ultra transformé. Et puis, les plus pauvres dans nos pays occidentaux les consomment les plus, et donc ils sont aussi associés à des inégalités sociales de santé, puisque les risques de diabète et d'obésité, là aussi, c'est bien documenté, sont plus élevés chez les gens les plus défavorisés. Donc, oui, si vous voulez, l'effet santé des produits ultra transformés, je conclurai là-dessus, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'il faut regarder, c'est tout le système socio-économique qu'il y a derrière, c'est-à-dire la partie immergée. Et c'est ça qu'il faut dérouler et questionner. Il n'y a pas que la santé, si vous voulez, comme problème lié à l'ultra-transformation. Il y a tous les systèmes alimentaires. Donc, c'est important d'avoir cette vision holistique du concept d'aliments ultra-transformés. Sur cette question-là, et c'est intéressant, ça veut dire que si on caricature, le fait d'acheter des aliments uniformisés, ultra transformés, des marques de tel type de snack, de soda, etc., ça fait disparaître l'économie des aliments vrais, c'est-à-dire, en gros, on fait disparaître les marchés pour soutenir des multinationales, ce que vous appelez les big food comme les big pharma, c'est-à-dire des multinationales de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, cette économie des multinationales de l'agroalimentaire, elle est née avec les produits ultra transformés? Oui, alors c'est une question aussi très intéressante. Alors c'est vrai que les multinationales, pour faire des produits très standardisés, hein, le Coca-Cola, pour ne citer que lui, est à peu près le même sur toute la planète. Alors après, ils vont faire varier les taux de sucre en fonction des pays, mais c'est une fausse diversité en fait. C'est juste une adaptation pour vendre davantage. C'est vrai qu'il leur faut des marqueurs d'ultra-transformation. Il faut des produits très standardisés pour avoir toujours la même qualité toute l'année, quelles que soient les saisons. Donc, on est obligé d'ultra-transformer et d'avoir recours à peu d'aliments et à peu de variétés. Ça, c'est une évidence. Alors, est-ce que ce qu'on sait, c'est que le portfolio alimentaire de ce qu'on appelle Big Food, c'est-à-dire les 10 plus grandes multinationales agroalimentaires, c'est vrai que c'est essentiellement de l'ultra-transformé. Pas 100%, mais majoritairement, ça on le sait. Donc, l'enjeu pour ces multinationales, c'est pas de reformuler des aliments ultra transformés ou de les alléger en sel, sucre et gras, c'est de faire des aliments non ultra transformés. Pour arriver, c'est possible, puisqu'il y a 30% en France de l'offre industrielle qui n'est pas ultra transformée. Donc, c'est tout à fait possible de le faire. Donc, que l'on ne nous fasse pas croire que ça n'est pas possible. C'est possible, tout en ayant des aliments qui se conservent. Est-ce qu'elles sont nées avec ça? C'est difficile à dire, c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf. Par contre, ce qu'on sait, ce que j'avais été regardé, c'est que je ne connais pas les 10 grandes multinationales, bon, tout le monde les connaît, je ne connais pas tous leurs produits, mais c'est vrai qu'il y a des recettes qui ont évolué. Par exemple, il y avait des recettes de certains aliments, par exemple le petit beurre nantais, qui n'a pas évolué dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on avait une liste d'ingrédients plus courte à l'origine par rapport à aujourd'hui.
Aujourd'hui, on a une liste d'ingrédients plus longue et qui est ultra transformée. Donc, il y a des recettes pour abaisser le coût. Avec de l'huile de palme ou des choses comme ça, non? On va mettre whey, ou alors on va mettre peut-être moins de beurre parce que c'est très cher. Donc, on va remplacer une partie du beurre qui est là, un ingrédient noble et cher par un marqueur d'ultra transformation qui est beaucoup moins cher car issu de monoculture ultra intensive, très, très standardisée. Voilà. Donc, on est dans cette logique-là où il y a des recettes qui se sont dégradées d'aliments. Alors, il faudrait prendre tous les aliments un par un, mais ça, c'est observé. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oui, alors après, c'est la question, c'est une question importante sur laquelle on travaille en ce moment. C'est est-ce qu'il, par exemple, il faut mieux une grande multinationale qui a 400 000 collaborateurs, ou est-ce qu'il faut 400 ou 1000 entreprises, 1000 petites entreprises qui ont 400 collaborateurs? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il faut mieux est-ce que c'est plus durable d'avoir une grande multinationale ou de relocaliser la transformation pour éviter les longues distances et transformer les aliments plus localement? Donc ça, c'est une vraie question. Je pense qu'on a été trop loin dans la mondialisation et l'ultra-transformation. On a été beaucoup trop loin. On voit les effets aujourd'hui sur la planète et la santé humaine. Donc je pense, et ça c'est ma conviction profonde, qu'il faut relocaliser la transformation. Et je pense qu'il est préférable de démultiplier la transformation plus localement et de rééquilibrer, si vous voulez. Il y a deux dernières questions qui me semblent intéressantes. D'abord sur les études de médecine, et vous dites dans votre livre, et j'ai vérifié auprès d'une cousine médecin, il y a très peu de nutrition dans les études de médecine. Or, quand je crois que c'est une phrase qui est apocryphe, c'est-à-dire qu'on lui attribue, mais qui est pas vraiment juste, que Hippocrate, un des fondateurs de la médecine, disait que ton alimentation soit ta première médecine et que ta médecine soit ton alimentation. Il y a un effet tellement évident de l'alimentation sur le corps. Les médecins, aujourd'hui, les professionnels de santé, sont pas assez formés à la nutrition. Oui, alors, les raisons, je pense, pour moi, ça n'engage que moi ce que je dis. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais personnellement. Je pense que d'abord, ils sont formés à guérir et non pas à prévenir. Donc, eux, ils sont formés, on leur donne des gens malades et il faut les guérir. Donc, ils ont une vision de la nutrition qui est essentiellement nutricentrée et réductionniste. Et le cursus en nutrition est très faible. C'est-à-dire, on leur apprend voilà, c'est une formation nutricentrée réductionniste, en fait. Donc ça, c'est une des raisons principales. En plus, aujourd'hui, ils ont de moins en moins le temps de rester avec leurs patients. Donc, ils n'ont pas le temps de leur demander ce qu'ils mangent. Alors, peut-être ce serait une des premières questions à poser, mais ça, on ne peut pas leur en vouloir. C'est que ça devient même difficile aujourd'hui d'avoir un rendez-vous chez des spécialistes, etc. Et donc, ça devient compliqué. Donc, je pense qu'il y a tout cet ensemble de raisons qui fait qu'ils ne sont pas bien formés à l'alimentation préventive. Mais les choses bougent parce que je suis de plus en plus invité par le milieu médical pour présenter mes concepts et paradigmes, mes travaux en alimentation préventive. Donc, je pense qu'il commence à y avoir une prise de conscience dans le milieu médical. Alors, je ne peux pas parler pour eux, mais peut-être qu'ils en ont un peu marre de voir tous ces malades arriver, alors que si on agissait en amont, en préventif, notamment via le levier de l'alimentation, entre autres, ils auraient beaucoup moins de malades. Et la question qu'on se poserait à long terme, c'est pas combien de lits nouveaux on va créer à l'hôpital, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire des lits en trop. Vous voyez, donc, mais là, aujourd'hui, on est dans une logique, et c'est notamment occidentale et française, qui est très curative. On est beaucoup dans le curatif, beaucoup dans le réductionniste, c'est-à-dire qu'on cherche des solutions magiques, etc. Alors qu'on devrait tout miser sur, pas tout, mais on devrait beaucoup plus miser sur le préventif, l'éducation, à l'alimentation saine et durable et agir très tôt chez les jeunes enfants. Parce que je me rappelle d'une interview d'un médecin généraliste à la télé qui disait à la journaliste, mais vous savez, madame, je vais être très franc avec vous, dans plus de 90% des cas, on ne guérit pas les maladies chroniques. On ne fait que prolonger la vie en mauvaise santé ou atténuer les effets négatifs d'une maladie chronique, ce qui est déjà bien. Et je serais le premier à souhaiter en bénéficier si je devais tomber malade. Mais ce qui est normal, si vous voulez, une approche réductionniste basée sur un nutriment ou un médicament, une molécule bioactive ne peut pas guérir une maladie chronique qui a des causes multifactorielles, comme on l'a vu dans le déclenchement des maladies chroniques, qui s'inscrivent progressivement dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut sans doute prendre en charge
certaines pathologies chroniques qui peuvent être peut-être inversées, comme le surpoids, l'insulinorésistance, ou la stéatose hépatique. Il faut essayer de les prendre le plus tôt possible et proposer aux patients une approche multidimensionnelle et holistique pour pouvoir réverser les tout premiers stades de dérégulation métabolique. Et après, la grande question, c'est à partir de quand ça n'est plus réversible. Ça, je n'ai pas la réponse. Et on n'a pas tant d'études que ça sur ce sujet. À ce sujet, c'est une question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure, mais qui est très intéressante. Vous parliez tout à l'heure de l'espérance de vie en bonne santé qui est de 64 ans en France, alors que l'espérance de vie chez les hommes est de 80 ans et de 86 ans quasiment chez les femmes. Alors que dans certains pays, vous parliez de la Suède, l'espérance de vie en bonne santé est de 72 ans et l'espérance de vie tout court est de 80 ans chez les hommes et 85 ans chez les femmes. Ça veut dire que en Suède, les hommes ont une espérance de vie, un différentiel de 7 ans, de 12 ans chez les femmes, donc de cette période où ils sont en moins bonne santé, alors qu'en France, c'est de l'ordre de 16 à 21 ans. 16 à 21 ans pendant lesquels on est en mauvaise santé, ça veut dire que pour les finances publiques, c'est un coût qui est énorme. Est-ce qu'on arrive à avoir des ordres de grandeur du coût sur la société Non, c'est compliqué à dire. Oui, alors, dans mon premier bouquin, je cite des chiffres, les milliards, je ne les ai plus en tête. Vraiment, je suis désolé, mais on peut les retrouver facilement. Oui, c'est un coût. Ça, c'est un petit article qu'on a publié avec Michel Buru, où à partir de 4 rapports européens, on s'aperçoit que pour 1 euro d'aliments achetés, c'est 1 euro de coûts cachés de santé et environnementaux. Donc, c'est 2 fois plus cher. Donc, si vous voulez acheter des produits ultra transformés bon marché, des calories bon marché, en fait, on croit que c'est pas cher, mais en fait, c'est très cher à long terme. Donc, en fait, il faudrait mettre sans doute un peu plus cher pour acheter des vrais aliments, peut-être 10, 20% plus cher ou 15%. Et à long terme, ce serait très peu cher. Donc, effectivement, les Suédois vivent plus longtemps en bonne santé. 72, nous, c'est 64. Alors, c'est un petit peu augmenté ces dernières années, puisqu'on était à 63. Donc, il y a une petite inflexion positive. Mais en tout cas, avec la Suède, c'est vrai qu'on a quasiment 8 ans de différence. Donc, ça veut dire, ce qui est intéressant, cet exemple-là, ça veut dire qu'il est tout à fait possible de vivre plus longtemps en bonne santé. Donc, il y a un enjeu qui est très motivant. Pourquoi ? Parce que si on gagne ne serait-ce que, on va dire 70 ans, c'est-à-dire qu'on va gagner 6 ans de vie en bonne santé. Déjà, les économies réalisées au niveau sécurité sociale sont gigantesques parce que la prise en charge d'affections longue durée ou de maladies chroniques, ça coûte énormément d'argent. Ensuite, on aura des seniors ou des retraités en pleine forme, avec plein d'énergie vitale, parce que l'alimentation ne doit pas nous rendre malades, elle est là au contraire pour nous donner de l'énergie vitale. Donc, si vous voulez, si elle nous rend malade, c'est qu'il y a un problème. Et donc, ces seniors pourront contribuer positivement encore plus à la société. Donc, en fait, tout le monde a y gagné. Tout le monde a y gagné. Et la planète, comme on l'a vu, en réduisant les aliments ultra transformés. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la médecine, on peut dire qu'elle prolonge la vie en mauvaise santé, mais elle ne permet pas réellement de gagner des années de vie en bonne santé. Vous voyez ? Donc, on a tendance à s'extasier devant l'espérance de vie théorique qui augmente. C'est vrai, elle a augmenté ces dernières années de 3 mois tous les ans en moyenne. Mais l'espérance de vie en bonne santé, ça n'est pas le cas. Elle a même diminué entre 2008 et 2010 en France et tend à stagner autour aujourd'hui de 64 ans. Alors, peut-être elle va augmenter un petit peu dans les années à venir, j'espère. Mais en tout cas, c'est un vrai enjeu d'augmenter, parce que si c'est pour vivre de plus en plus longtemps, mais de plus en plus longtemps malade, excusez-moi, c'est quand même pas le but du jeu. Donc, par exemple, si avec la médecine, on arrive à vivre jusqu'à 100 ans d'espérance de vie théorique et que l'espérance de vie en bonne santé reste à 64 ans, là, les coûts, je ne sais pas si on va pouvoir amortir les coûts humains et les coûts de santé, d'hôpitaux, sécurité sociale, etc. Mais ça doit se chiffrer en milliards d'euros, oui, ça très probablement, oui. Anthony Fardet, un grand merci d'être venu dans le Green Letter. Merci à vous. Et à bientôt.